Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'atelier organisée par la communauté des offreurs de solutions. Donc, je m'appelle Grégory Buchheit, je suis ingénieur en automatique depuis plus de 20 ans, à la fois dans le monde académique et dans le monde privé. Et je suis aujourd'hui le référent pour l'industrie du futur et animateur de l'équipe dédiée à l'innovation et développement au sein de CMS Automatisme. Je vais vous présenter, donc le titre de ma présentation, c'est ajouter des fonctionnalités 5.0 à un parc de machines existant. Alors ça vient du constat, l'année dernière, à BI 4.0, j'avais présenté un panel de solutions open source dédiées au monde industriel et je voulais en faire une petite synthèse après une petite année d'exploitation, d'utilisation. Donc l'idée de l'exploitation d'outils de l'open source, c'était de pouvoir au moins en mode preuve de concept, pouvoir alors rapidement, c'est un mot un petit peu à prendre avec des pincettes, mais en tout cas voilà, arriver à raccourcir les temps de développement, à tester des concepts avec des outils qui pourraient être utilisés dans le monde industriel. Alors ça fait aussi référence à des solutions sur étagère que certains de nos confrères, notamment je pense à The Weave, Siemens et autres, peuvent avoir développé en mode solution plutôt sur étagère. Voilà. On va s'intéresser donc à des thématiques qui vont lier le TRS, le taux de rendement synthétique, la maintenance préventive, prévisionnelle, les robots mobiles autonomes, la gestion énergétique, etc. Alors, un petit laïus sur CMS Automatisme. Nous sommes une entreprise familiale, une PME basée en Moselle, dans le pays du Beach, à Choyenne, avec plus de 37 ans d'expérience. Depuis peu, nous avons dépassé les 100 employés en local à Choyenne. Une société sœur qui s'appelle Dalaudière Automation, concepteur fabricant de bols vibrants dans la Creuse. Donc historiquement, deux métiers. Un premier lié à la sous-traitance mécanique, l'entreprise qui a été bâtie par mon père, mon oncle qui est présent également, qui a apporté les activités de machines spéciales en 89. Les deux entreprises ont fusionné en 98 pour donner ce qui est aujourd'hui CMS Automatisme. Donc, fournisseur de solutions d'automatisme, de robotique, d'informatique industrielle, de machines spéciales, mais également de sous-traitance mécanique. Chiffre d'affaires à peu près 13 millions d'euros, tout dépend. Après Covid, pendant Covid, c'était légèrement moins. 37 ans d'expérience que nous avons fêté en septembre lors de nos portes ouvertes et lors desquelles nous avons présenté un nouveau produit, un robot mobile autonome qui a été entièrement conçu par nos soins. Alors notre spécialité, c'est la machine spéciale dans l'industrie, donc que ce soit des machines de production conçues sur mesure, avec des besoins très spécifiques, sur cahier des charges, avec des originalités techniques, donc souvent des prises de risques, parfois quelques erreurs de casting, quand les solutions sur le papier sont trop belles et que dans la vraie vie ça ne fonctionne pas. Et exemplaires quasiment uniques. Nous touchons tous les domaines d'application, que ce soit l'automatisation de fabrication, l'assemblage, les tests, mesures, contrôle, conditionnement, la transitique également, avec une fabrication de convoyeurs et de robots mobiles autonomes. Donc nos savoir-faire gravitent autour de tous les métiers cœur et clés de la machine spéciale, la mécanique avec un bureau d'études spécifique, des projeteurs en électrique. Nous sommes tableautiers pour nos propres soins. Nous intégrons la problématique de l'hydraulique, de l'automatique au sens large, donc pour les systèmes continus et discrets, l'informatique industrielle avec de plus en plus des liaisons, des remontées d'informations avec des MES, ERP, WMS, etc. De la vision industrielle, donc nous intégrons des solutions notamment du marché, de la robotique, de la cobotique, etc. Donc le challenge pour nous, c'est savoir innover. Donc l'innovation, elle passe soit par des contraintes techniques, donc être poussé par nos clients. Le client veut cette technologie dans sa machine, donc nous devons de trouver tous les moyens pour pouvoir l'intégrer. Ou alors, en avance de phase, de trouver les solutions technologiques pour que demain, les machines répondent au mieux aux besoins du client. Donc tout ça, c'est une recette de cuisine qui est un petit peu complexe à équilibrer, parce qu'en règle générale, dans l'inconscient collectif, innover, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, mais peut-être que ne pas innover, ça coûte encore plus cher.
Et bien souvent, lorsqu'on veut innover, on se retrouve face à la pléiade de toutes les solutions qui existent sur le marché. Donc vers qui se tourner, en qui avoir confiance sur des solutions qui doivent être éprouvées chez le client pour ne pas subir nous-mêmes les problématiques de maintenance et de correction de bugs. Donc en interne, nous avons misé sur une équipe dédiée au développement logiciel, notamment autour de la thématique des robots mobiles autonomes. Donc savoir faire des interfaces, s'interfacer avec des ERP, des WMS, notamment créer des IHM dédiés vraiment au cas d'application alors dans l'esprit de l'industrie 5.0. Donc j'ai pas fait de l'AIUS là-dessus, mais l'industrie 5.0, c'est remettre l'homme au centre du système, donc en s'appuyant sur des technologies qui ont été éprouvées dans l'industrie 4.0. Donc c'est pas forcément considéré comme une évolution, c'est juste un repositionnement. Donc la problématique de l'innovation, c'est en qui je peux avoir confiance, vers qui je peux me tourner. Et nous avons pris le pari, dans mon équipe, de tester des solutions, donc de créer des preuves de concept pour pouvoir identifier quelles sont les technologies mûres et exploitables sur le long terme. Donc ça passe par de la veille technologique, identifier quelles sont les technologies qui sont mûres. Donc on va parler de la courbe de hype. Donc par exemple ici, pour y avoir la cobotique dans les années 2015, elle avait sa courbe de hype qui était avec un pic très important, donc beaucoup d'intérêt, peu d'exploitants de cette thématique, et peu de temps après, le temps que le système devienne mûr, donc il y a un creux, c'est le contre-coup, et seulement quelques années après, la technologie commence à devenir exploitable dans l'industrie. Donc c'est le cas de la cobotique au sens large. La robotique mobile, ça existe depuis déjà quelques décennies sous la forme des AGV. Aujourd'hui, avec les algorithmes intégrés, la puissance de calcul qui est disponible et surtout les capteurs qui sont disponibles, les capacités de développement et d'interaction avec le monde sont beaucoup plus importants. Donc on en est à peu près là au niveau de la courbe de hype des AMR. Vous avez également tout ce qui tourne autour du numérique, donc le jumeau, l'ombre et le modèle, la gestion de données dans le cloud, les sciences cognitives qui permettent de travailler sur la manière dont l'homme interagit avec la machine. On parle de plus en plus de machines pilotées par la voix. Alors ça peut être très pratique dans certains cas de figure. Dans des ateliers de fabrication avec beaucoup de bruit, c'est déjà un petit peu différent, mais basé sur des gestes, la reconnaissance de gestes, etc. Et bien sûr, toute la gestion de projet, l'ingénierie système, la gestion des cycles en V versus des cycles de développement agiles. L'interopérabilité avec l'utilisation et l'exploitation de nouvelles normes de développement informatique et d'automatisme, l'IEC 61449, qui permet par des objets, de créer une architecture distribuée en s'affranchissant de la partie matérielle. Donc on affecte par exemple des ressources logicielles à des supports matériels. Et du coup il y a une différence entre le quoi et le comment, ce qui est très intéressant à exploiter mais plus difficile à mettre en œuvre. Et quid de l'open source dans tout ça? Donc la révolution industrielle, j'en ai parlé à l'instant, nous sommes encore dans la 4e, la 5e commence à émerger, même si le salon porte le nom de BI 5.0. Le maître mot aujourd'hui, c'est de séparer le quoi du comment. Ne plus être tributaire d'une solution propriétaire. C'est ça le maître mot, donc s'appuyer sur des ressources de communauté, donc des technologies qui sont basées sur des standards et non plus des technologies propriétaires. Alors il y a encore quelques vestiges de l'ancienne génération de la révolution, la 3e révolution industrielle, où certaines technologies sont par de fait devenues des standards, même s'ils étaient propriété d'un développeur, d'un fabricant. Donc l'industrie 5.0, c'est recentrer l'homme dans le système pour que l'industrie devienne plus humaine, durable, résiliente. Et l'on parle même déjà de l'industrie 6.0 ou 7.0. Donc il y a déjà des travaux de recherche qui sont faits pour imaginer quels sont les moyens de production du futur et comment assister encore plus l'être humain, notamment en devenant des fantassins automatisés, avec directement en natif avoir des informations en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Donc un petit appel
pour que l'industrie puisse perdurer dans nos régions. Soyons unis pour redonner envie d'industrie et de Made in France. Alors concernant les outils de l'open source et l'industrie, donc j'ai pu dresser une liste non exhaustive de ce qui est disponible aujourd'hui et des comparaisons entre open source et propriétaire. Donc, par exemple dans l'automatisme, tous les grands noms de l'automatisme, des automates programmables fournissent leur écosystème logiciel qui est souvent très performant et adapté. Dans le monde de l'open source, c'est un peu moins le cas. Donc il existe des bibliothèques ou des écosystèmes logiciels qui sont capables de faire les mêmes tâches avec potentiellement des niveaux qui sont assez disparates. Donc je reviendrai à la fin sur la conclusion qu'il y a un panel d'outils qui est exploitable, certains qui sont très mûrs, qui sont maintenus, qui sont utilisables, qui donnent des résultats vraiment très intéressants, d'autres qui sont uniquement à l'étape de preuve de concept et qui le resteront peut-être à jamais. Donc encore une liste d'outils de développement, que ce soit pour de l'automatisme, pour de l'électronique, pour du développement CAO, FAO, etc. Il existe une multitude d'outils et tous les jours il y en a des nouveaux, des forks, en fait, des développements croisés de solutions logicielles qui sont développés. On retrouve même des ERP, des MES qui ont été développés sur des bases open source. Alors de la théorie à la pratique, dans notre département, nous avons voulu tester des fonctionnalités, notamment en maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle. Donc on s'est appuyé sur une plateforme technologique qui est exposée sur notre stand à l'emplacement D12 et auquel je vous invite très, très chaleureusement. Donc la maintenance préventive et prévisionnelle, la gestion de données en pied de machine, donc le grand nombre de données, ce qu'on appelle le big data, donc créer des statistiques de production en pied de machine, générer des jumeaux numériques, notamment dans la robotique, pour valider en avance de phase les concepts, les zones de sécurité, les trajectoires, les temps de cycle, etc. Et également d'autres sujets autour de la cybersécurité, qui est un des points, on va dire, très importants et crucial aujourd'hui dans les systèmes communicants. Le diagnostic, donc les mesures de perturbation d'installation à l'aide de sons placés physiquement dans le système, l'exploitation d'algorithmes de machine learning ou deep learning dans la vision industrielle, le robot mobile autonome qui a été conçu et qui est visible sur notre stand, et également de la localisation et la traçabilité temps réel, RTLS, dont nous avons également équipé notre atelier. Alors, le cas d'application, une machine avec comme but de transférer des palets sur des convoyeurs, donc des convoyeurs qui sont également de propre manufacture. L'idée c'était de voir quels sont les outils utilisés, qu'est-ce qu'il y a comme alternative possible dans le monde de l'open source et voir où est-ce qu'il peut y avoir des manques. Alors ce qu'on peut remarquer ici, notamment au niveau de la safety, le domaine de la sécurité fonctionnelle, c'est quelque chose qui est très fermé, très verrouillé, pour tout un tas de raisons, notamment de validation et de certification. Dans le monde de l'open source, il y a les balbutiements de solutions qui vont émerger peut-être dans les années à venir. Et on va se focaliser sur le traitement de données en pied de machine, ce qu'on appelle le edge computing, à l'aide d'un outil qui s'appelle Node-RED, qui est maintenu par la fondation IBM. Donc l'intérêt, c'est de capter des données de manière non intrusive et agnostique sur un système, en exploitant soit des briques logicielles dédiées, ce qu'on appelle des nœuds, ou alors en développant des bouts de code. Donc Node-RED, c'est une application qui se veut low-code. C'est que graphiquement, visuellement, vous êtes capable de générer des processus et de récupérer, de traiter des informations et de transmettre de l'information. Donc sur notre installation, on s'est pris au jeu, on a voulu exploiter donc, cette technologie en mode POC, donc exploiter Node-RED pour capter de l'information, donc à travers un automate programmable qui est un Siemens. Donc à travers de l'OPCUA, on vient capter dans l'automate les données de production, de productivité, pour calculer le TRS, le taux de rendement synthétique. Donc il y a des hypothèses de départ à avoir au niveau du fonctionnement, donc c'est le cahier des charges de l'installation. Et ensuite,
traiter les informations et les restituer à qui de droit, l'exploitant, le responsable de production, etc. Donc les remontées d'informations peuvent se faire par pousser des données par mail, par SMS, par tout un tas de systèmes, que ce soit en pied de machine, dans le cloud, etc. Il y a également un volet sur la maintenance. Donc on a équipé sur un de nos convoyeurs, on a rajouté un frein à poudre pour simuler des scénarios de panne. Et on a mesuré à travers des indicateurs, notamment tension courant sur le variateur, la température variateur, la température moteur, le couple et la puissance directement du moteur, fait un cliché et à intervalles de temps réguliers, on va comparer ce cliché pour voir s'il y a une dérive de fonctionnement de l'installation, notamment de ce convoyeur qui pourrait être critique. L'idée de ces clichés, c'est de voir des intervalles de temps qui peuvent être été, hiver ou tous les heures, toutes les minutes, etc. Voir si cette dérive peut avoir un impact potentiel et arrêter la machine. Et on s'est rendu compte que placer des seuils, par exemple de valeur, c'est quelque chose de très délicat parce que suivant les conditions opérationnelles, les conditions d'exploitation, les variations peuvent être présentes sans que le système soit considéré comme mauvais. Donc basé uniquement sur des seuils, avoir des indicateurs de maintenance, c'est quelque chose de délicat. Donc on s'est dit, tentons d'exploiter des outils d'intelligence artificielle, notamment de machine learning, pour faire de la corrélation entre différents indicateurs, pour essayer d'améliorer la qualité des données qui seront utiles à l'exploitant de maintenance pour faire ces opérations. Donc le fameux frein à poudre, donc on est capable de le piloter pour créer soit des perturbations pour simuler une surtension de la bande, une sous-tension, un palier qui serait défaillant, etc. Et mesurer au final les perturbations que cela engendre sur le système réel. Il y a également la mesure d'énergie, donc être capable de capter en temps réel quelles sont les performances de l'installation, notamment le facteur de puissance, pouvoir jouer peut-être sur la puissance réactive afin de payer une facture d'énergie peut-être un peu moins chère, mais également avoir du diagnostic, notamment la tension réseau, voir si des micro-coupures ou des sous-tensions peuvent avoir un impact sur le fonctionnement d'un système. Les variateurs de vitesse sont plus sensibles aux sous-tensions qu'aux surtensions. Donc à partir de l'horodatage, le stockage de données dans des bases de données, on est capable de remonter les informations d'erreurs de communication et de les corréler avec des sous-tensions, des pointes de courant, etc., des variations de fréquence. On a également voulu montrer qu'avec des outils, alors toujours du monde de l'open source, la plateforme Nextcloud, qui permet de mettre à disposition de manière numérique des données, que l'exploitant de maintenance du futur, avec sa tablette, peut avoir accès en permanence aux bons documents à jour. Par exemple, le schéma de câblage. Et ça, je mets un point là-dessus parce que tous ceux qui m'écoutent souriront en disant ça, que le schéma de câblage qui est dans la machine, souvent, c'est celui d'origine et que il y a peut-être des petites griffonnades dedans, mais que c'est tout un challenge. Et du coup, les résultats sont plutôt probants, donc en exploitant ces plateformes. Il y a également la gestion de l'IT, pouvoir redémarrer des services à distance, avoir des informations sur l'état des différents services, si un automate est allumé, un PC industriel, etc. Donc on est capable, à travers cette plateforme, de faire cette remontée d'informations. Pour les algorithmes de machine learning, nous avons exploité une source qui s'appelle Edge Impulse. Donc on a fourni des données d'entrée, notamment la mesure de courant moteur uniquement, et à travers des algorithmes de détection d'anomalies, avoir une idée de quelles sont les données qui peuvent être considérées comme intéressantes à exploiter et d'autres qui sont à refouler. Donc les résultats sont intéressants. Encore une fois, le machine learning, c'est un domaine très spécifique. De dire que le résultat est parfait, c'est loin d'être le cas, mais ça donne en fait une tendance et des informations intéressantes. Donc le bilan, d'une manière globale, les outils de l'open source sont exploitables, tous ne sont pas mûrs. Node-RED, pour le coup, est intéressant, il est maintenu. Il y a comme appui IBM, qui n'est pas un des moindres dans le développement logiciel.
mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Ce qui me vient à parler de la communauté des offreurs de solutions. Donc au sein de l'ACOS, nous avons des confrères qui disposent de solutions logicielles qui peuvent réaliser des fonctionnalités similaires ou beaucoup plus poussées. Je pense notamment à The Weave ou Siemens. Donc nous, c'était preuve de concept sur l'utilisation d'outils d'open source en pied de machine. Merci pour votre attention.